Bonjour Claude Maillot. Oui, bonjour, M Anne-Claire Lévesque. merci, Merci de me recevoir. merci à vous d'être là ce matin. On le redit, hein, Sylvie vient de le dire, vous êtes médecin généraliste. Pour le reste, est-ce qu'on peut dire que vous êtes spécialiste des requins? Entre autres. Je m'intéresse beaucoup à la faune marine dangereuse d'Océanie. Je suis l'auteur du guide de la faune marine dangereuse d'Océanie. Donc les requins font partie de mon champ d'intérêt. Les requins pour lesquels vous avez contribué à une étude toute récente qui vient en tout cas récemment d'être publiée, c'était le 10 février dans la revue de la Société francophone de médecine tropicale et santé internationale, MTSI. Et l'étude s'intitule Attaque de requins en Nouvelle-Calédonie de 1958 à 2020, revue des cas. Voilà pour le titre et la revue. 64 ans d'études, finalement, ça ne s'est encore jamais vu. Pourquoi vous lancez dans une telle revue de cas, puisque c'est le titre de l'étude? Il s'agit juste d'une mise à jour. Philippe Tirard et moi, nous établissons depuis de très nombreuses années un recueil systématique des cas d'attaque de requins. Nous avons déjà publié des résultats. Les derniers résultats que nous avions publiés remontaient à 2009. Il fallait faire une mise à jour. Donc on a repris tous les cas d'attaque de requins recensés à notre connaissance en Nouvelle-Calédonie et on les a présentés sous forme d'une série de façon à essayer de donner au public une idée générale de ce que sont les attaques de requins en Nouvelle-Calédonie. Claude Maillot, commençons tout de suite par l'une des conclusions. La Nouvelle-Calédonie semble, et j'ouvre les guillemets, parmi les endroits du monde les plus exposés à ce type de risque. C'est Aujourd'hui, un il fait. faut avoir peur C'est du un risque fait. requin quand on va se Alors, baigner dans le lagon calédonien? alors, est-ce qu'il faut avoir peur? Ça, c'est très subjectif comme... il faut prendre en compte le risque. Il faut maintenant que chacun d'entre nous s'approprie le risque, que chacun d'entre nous soit bien conscient qu'il y a des requins dans le lagon, que le risque de rencontre est possible, que le risque d'attaque est possible, et puis prenne connaissance aussi des facteurs favorisant des attaques, que chacun d'entre nous apprenne à pondérer le risque en fonction de l'activité qui est pratiquée, en fonction des circonstances de la mise à l'eau. Voilà, il faut que... C'est un risque réel. Le risque est réel. On est passé de quelque chose de presque anecdotique jusqu'à la fin du XXe siècle à un risque qui maintenant existe, qui est identifié. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 Alors ça, ans? malheureusement, je n'ai pas de réponse sur la question. Nous sommes contentés, Philippe et moi et nos collaborateurs, de livrer quelque part Une des données photographie, factuelles. presque. Après, les explications, ça sera l'objet d'autres recherches. Hein. Pour l'instant, on n'a pas une once d'explication. Alors, la théorie la plus communément admise, c'est que l'augmentation de la population s'accompagne d'une augmentation des gens qui sont dans l'eau, donc d'une augmentation du risque de rencontre Ça, c'est de mathématique. requins. Voilà. Mais ça n'a jamais été clairement démontré, hein, en fait. Ça n'a jamais été clairement démontré. On ne sait pas s'il y a vraiment beaucoup plus de monde dans l'eau. C'est possible. J'attends qu'on le démontre. Et de toute façon, la population calédonienne n'a pas augmenté de façon qui soit comparable avec l'augmentation des attaques de requins. On a quand même assisté à un doublement du nombre d'attaques de requins entre les 20 dernières années du XXe siècle et les 20 premières années du XXIe siècle. C'est un des chiffres les plus significatifs de notre étude. Alors voilà, par tranche de 20 ans, effectivement, l'augmentation est impressionnante. Entre 1958 et 1980, 5 attaques dont 3 mortelles. On est Oui. effectivement dans l'anecdotique. De 1981 à 2020, attaques dont 3 mortelles. Et de 2001 à 2020, 40 attaques dont 7 mortelles. On a multiplié par 2, c'est presque... C'est terrifiant, j'en rajoute. Mais... Il ne faut pas être terrifié. Il faut prendre le risque en considération, se l'approprier et réagir. En particulier, chacun d'entre nous, il s'agit de savoir ce qu'on fait quand on se met dans l'eau. Multiplié par 2, malgré tout, alors vous le dites, les origines, les raisons, elles sont difficiles pour l'instant à connaître, à identifier. Malgré tout, on imagine qu'il y a des pistes, des hypothèses plus probables. Il y en a, mais il y en a pas beaucoup, à vrai dire. Parce que il faut savoir qu'on ne connaît pas grand-chose des populations de requins.
Alors, on sait par exemple qu'à l'échelle mondiale, les populations de requins sont en déclin, y compris les espèces qui sont dangereuses pour l'homme, que sont le grand requin blanc, le requin tigre et le requin bulldog. En Nouvelle-Calédonie, on ignore totalement, on n'a pas d'état des lieux des espèces, on n'a pas trouvé la moindre étude qui nous renseigne sur l'importance des stocks de requins. Le standard est ouvert, chers auditeurs. Vous pouvez dès maintenant poser vos questions au 258 258. Claude Maillot, vous le dites, donc une multiplication par 2 entre les 20 dernières années du XXe siècle et les 20 premières du XXIe siècle. C'est pareil en Australie, en Polynésie, à La Réunion? Alors, pas de façon aussi précise, mais globalement, les attaques de requins ont tendance à augmenter dans le monde, hein. On suit une tendance qui est mondiale et qui, effectivement, est paradoxale au vu du déclin des stocks de requins. C'est peut-être un peu caricaturé ou facile de dire ça, mais est-ce que ça veut dire que l'homme devient une proie du requin, une proie plus naturelle du requin? C'est une interprétation possible. On est dans le champ des interprétations, ouais. On est dans le champ des hypothèses. Alors, autre chose qu'on a observé, mais statistiquement, ce n'est pas significatif, c'est que jusqu'à la fin du XXe siècle, globalement, les chasseurs sous-marins, les apnéistes, représentaient la très très grande majorité des victimes d'attaques. Et depuis le début du XXIe siècle, on voit apparaître parmi les victimes nettement plus de nageurs et on voit apparaître également les pratiquants des sports de glisse. C'est quelque chose de nouveau. Il y a un glissement, effectivement, oui. vers des cibles. Fort heureusement, les effectifs ne sont pas suffisants pour qu'on puisse l'affirmer sur un plan purement statistique, mais c'est une tendance qui semblerait se faire jour. Bonjour Gabriel, bienvenue sur La Première. On écoute votre question. Bonjour. Est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation entre la protection de la pêche des requins et l'augmentation justement des attaques, etc. C'est une question intéressante, mais il faudrait connaître l'impact de la protection sur les stocks de requins et on n'a aucune donnée chiffrée là-dessus. On ne connaît pas les populations. On est dans un espèce de no man's land de données finalement sur ces... Oui, tout à fait. Questions-là. On a des données sur les attaques, mais on n'a pas beaucoup de données sur les requins. Alors la question de Gabriel était sur la protection qui a été levée pour certaines espèces. De votre avis, bonne ou mauvaise chose? De lever la protection? Oui. Mais on n'en sait rien. Moi, je trouve que c'est toujours un petit peu délicat de faire quelque chose quand on en ignore les conséquences. Les requins, y compris les espèces dangereuses pour l'homme, ce sont des espèces qui sont protégées au niveau mondial. Je ne suis pas persuadé de la pertinence de l'exception calédonienne sur ce point. Claude Maillot, vous le dites, c'est protégé au niveau mondial. Pourquoi? Rappelons-le. À quoi ils servent les requins, requins, dans la chaîne alimentaire ou dans l'écosystème marin? Les requins, ils arrivent tout à fait en bout de chaîne alimentaire et ils ont un rôle de régulation des populations de poissons dont ils se nourrissent. Écréter ce sommet de la chaîne alimentaire, ça risque d'entraîner des effets en cascade sur tout le restant de la chaîne de la pyramide alimentaire. Donc ils sont essentiels au fonctionnement des écosystèmes. Ils ne sont pas là pour rien. Non. Natacha, bonjour, bienvenue sur La Première. Vous avez une question pour notre invité? Oui, bonjour. Oui, je voulais savoir, en fait, les requins, ils restent souvent en bande ou les bébés peuvent être à part? Alors, je suis pas sur les comportements. Voilà, je suis pas spécialiste des comportements des requins. Ça dépend tout à fait des espèces de requins. Les requins, on ne peut pas généraliser parce que vous avez des espèces qui sont grégaires, en particulier les requins gris de récif qu'on observe toujours en banc. Vous avez le requin bulldog et souvent on en observe plusieurs au même endroit, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus solitaires comme le requin tigre, le requin blanc. C'est très, très difficile de tirer de généralité. Les petits ne restent pas en général avec la maman, ils prennent leur distance assez vite. Et ils prennent leur indépendance, voilà. Ces petits requins. Claude Maillot, revenons aux données de votre étude. On a parlé des chiffres d'attaques. Alors globalement d'ailleurs, sur un peu plus de 60 ans, on ne l'a pas dit, combien d'attaques et combien d'attaques mortelles? Donc on était à 67 attaques, dont 13 fatales. On serait à 72 fin 2021 et une quinzaine fatale.
Et une quinzaine fatale. Finalement, sur 60 ans, c'est vrai que si on le lisse, ça paraît Alors quand il relativement s'agit de vie humaine, c'est très C'est difficile toujours de pareil. dire que les chiffres ne sont pas élevés. Bien sûr. C'est la vie, c'est la souffrance humaine. Donc c'est toujours important à ce titre. Mais si on compare avec d'autres risques, bien évidemment, En termes de ratio. c'est relativement plus faible. Quelles sont les races de requins, les espèces de requins qui sont concernées dans ces attaques en Nouvelle-Calédonie? Alors, un petit peu les mêmes qu'ailleurs, c'est-à-dire on a principalement le requin-tigre, c'est le premier prédateur de l'homme, enfin prédateur, le premier responsable d'attaque sur l'homme. Partout dans le monde. Non, partout dans le monde, c'est le grand requin blanc, mais qui semble ne pas être beaucoup distribué en Nouvelle-Calédonie. Donc on a eu peu d'attaques par le grand requin blanc, il y en a eu 2 répertoriées, dont une mortelle. On est toujours sur cette échelle de près de 65 ans. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, on a le requin tigre et en 3e position, le requin bulldog. Et ici, on a également des accidents avec des requins gris de récif. Avec des choses surprenantes finalement par rapport au reste du monde. Sur le tigre et le bulldog, vous le dites, c'est un peu partout pareil? Non, on n'a pas grand-chose de surprenant, hein. La seule ce qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est que on associe volontiers les attaques de requins dans le monde à des circonstances telles que une mer trouble, le fait d'être dans l'eau à la tombée de la nuit ou au lever du jour. Alors oui, c'est vrai en Nouvelle-Calédonie, mais on a aussi des attaques, et elles sont statistiquement assez fréquentes, par temps clair, dans une eau claire, sans les facteurs favorisants qui ont été mis en évidence au niveau mondial. Donc ce qui veut dire qu'il ne faut pas prendre pour acquis le fait que tout va bien se passer sous prétexte qu'on est en train de chasser dans une eau claire. C'est assez angoissant finalement de se dire qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Ouais. Il n'y a pas de règles. Il y a des activités, bien entendu, qui vont être plus à risque que d'autres. La chasse sous-marine, bien évidemment, puisqu'il y a du poisson capturé. Ce sont des circonstances qui vont favoriser la présence des requins. De la même façon, c'est une donnée qu'on a fait sortir dans notre étude. Il semblerait que ce qu'on a appelé la stimulation alimentaire soit un facteur déterminant d'attaque de requins, c'est-à-dire la présence de poissons fléchés pour les chasseurs sous-marins, mais également les rejets de la pêche industrielle, la présence de cadavres de cétacés ou d'autres stimulations alimentaires comme le rejet de carcasses d'animaux, les rejets alimentaires d'une manière générale. C'est toutes les activités humaines finalement de littoral? Alors ça, on ne le sait pas bien. On ne le sait pas bien. La question, là, ça fait partie des hypothèses. Est-ce que l'anthropisation du littoral avec des rejets domestiques... L'anthropisation, c'est bien, ça veut dire lié à l'homme, oui, à la présence humaine. Est-ce que ça crée des perturbations de la qualité de l'eau qui sont favorables à la présence de requins tels que le tigre et le bulldog? C'est une hypothèse. C'est une question qu'on pose. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. On entend le nombre de points d'interrogation qui s'accumulent autour de statistiques qui, elles, existent. Les études ne sont pas lancées dans le monde, les scientifiques ne se penchent pas suffisamment là-dessus. Il y a pas mal d'études en cours, y compris d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie où il y a un début de marquage des requins qui fréquentent les baies de Nouméa, mais pour l'instant, ce sont les résultats qui sont manquants. Donc c'est un peu court? C'est en attente. C'est en attente. Claude Maillot, finalement, si l'on veut limiter le risque, quelles sont les bonnes pratiques aujourd'hui? Les bonnes pratiques, c'est d'abord d'évaluer le risque de ce qu'on fait. On sait qu'on va prendre un risque si on va chasser dans le lagon, et ça, où que ce soit, à n'importe quel moment. C'est même pas une question de bonne pratique, c'est une question de pratique elle-même. C'est une question d'activité, c'est une question de circonstance. Donc, quelqu'un qui va chasser s'expose au risque. Ensuite, quelqu'un qui se trouve soit en train de nager, soit sur une petite embarcation personnelle dans une eau agitée et trouble, se met en danger. Quelqu'un qui va s'exposer dans un endroit où on sait qu'il y a des espèces potentiellement dangereuses ou qu'on sait qu'il y a eu des attaques, et quelqu'un qui va augmenter le risque d'attaque. C'est à ce niveau-là qu'on peut agir. Ensuite, il y a bien entendu tout le champ des moyens de protection personnels, individuels. Alors, il y a des équipements de protection individuelle.
On a, pour ne pas la citer, mais je ne vois pas comment faire autrement, on a la technologie Shark Shield qui est prometteuse. Ce sont des appareils qui délivrent un champ électrique. Qu'on mettrait au poignet, c'est ça? Non, ceux qu'on met au poignet ne servent à rien. D'accord. Ils délivrent des champs magnétiques de très courte portée. Ça sert de gris-gris, mais sinon ça n'a aucune utilité. Non, ce sont ceux qui sont composés d'un boîtier avec un générateur de courant et d'une antenne. Ça peut conférer un certain niveau de protection. Ensuite, il y a bien entendu tout l'éventail des mesures de protection collective, avec la possibilité de sécuriser certaines zones, en particulier certaines zones de baignade, avec différents moyens. Et là, ça dépend des pouvoirs publics. Ah, complètement. Claude Maillot, je rappelle le titre de l'étude à laquelle vous avez contribué. C'est Attaque de requins en Nouvelle-Calédonie de 1958 à 2020, revue de cas. C'est paru dans la revue de la Société francophone de médecine tropicale et santé internationale. Je vous laisse mentionner très rapidement les 4 co-auteurs. Oui, alors donc, il y a Philippe Tirard qu'on ne présente plus, qui est sur le sujet des attaques de requins depuis des années et des années, et avec qui je travaille depuis une quinzaine d'années. Philippe Borsa, qui est un ichtyologue de l'IRD, qui a travaillé d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Anne-Laure Guitonneau, qui est une urgentiste du CHT, c'est la patronne, la directrice médicale du caisson Hyperbar. Joseph Fournier, chirurgien orthopédiste. Mohamed Nour, professeur d'université à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Voilà, un travail d'équipe. Merci beaucoup, Claude Maillot, d'avoir été notre invité ce matin. C'était l'invité de la matinale,